Bonjour, moi je m'appelle Arnaud Hout. Et moi, je m'appelle Jérôme Piron. Et on est très content d'ailleurs que vous soyez tous venus assister à cette petite performance, ce spectacle. Oui, alors Jérôme, on dit un spectacle, mais évidemment, ça ressemble plus à un apéro Skype. D'ailleurs, on vous invite à vous servir un verre, puisque l'occasion le présente. Alors, si vous êtes sur votre lieu de travail, vous pouvez vous planquer, évidemment, parce que c'est toujours un peu dangereux. Et Oui. voilà. Et puis, bon, on dit un spectacle, mais vous aurez remarqué qu'on n'a pas des masses de décors, hein. Ça, c'est vraiment ma bibliothèque, ça. C'est ça. Et on ne va pas non plus interpréter des personnages. Non, ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'on n'est pas du tout comédien. Non, si on vous a tous réunis, c'est parce qu'on avait envie de partager quelque chose avec vous. C'est quoi votre niveau d'orthographe? Alors, je vais regarder dans la discussion s'il y en a qui ont Il y a un envie de grand silence en général s'exprimer. quand on dit ça Ouais. à table. C'est quoi votre niveau d'orthographe? Voilà, il y a le petit bouton discussion. Vous pouvez nous laisser des petits commentaires si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vais en profiter pour boire un petit coup. Pas de réponse. Calme plat. Je pense excellent. Ah, excellent. Félicitations. C'est à peu près tout. Alors, on va vous poser une autre question. Est-ce que… Ah ben voilà, il y a un prof de français là. Ah ouais. J'inverse En beaucoup fait, les quand on dit règles. je suis prof de français, ça veut dire que c'est bon, Que c'est d'office. obligatoire d'avoir une bonne Oui, c'est orthographe. ça, on n'a pas le choix, hein. En constante évolution, j'adore. Bon, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous surveillez votre orthographe? Voilà. Voilà. Oui, 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 il n'y a oui. que des oui. Alors, j'ai une autre question. Oh. Est-ce que vous surveillez l'orthographe des autres? Ah, ça va encore plus vite. Unanimité. Alors, il faut quand même bien reconnaître une chose, c'est qu'en français, on est particulièrement peu exigeant avec l'orthographe. Alors, on ne parle pas de votre orthographe, hein, ni de la nôtre d'ailleurs. Non, en français, en fait, on est particulièrement peu exigeant avec l'orthographe elle-même. Oui, s'il arrive qu'on juge votre orthographe, on ne juge jamais l'orthographe elle-même. Alors attention, il ne s'agit pas ici de juger la langue, mais bien son orthographe. Souvent, on a tendance à confondre l'orthographe et la langue elle-même. Mais l'orthographe, ce n'est pas la langue. L'orthographe, c'est l'écriture de la langue. Et ce n'est même pas l'écriture en termes de style ou de qualité de phrase. En fait, c'est d'abord le code graphique qui permet de transmettre, donc de retranscrire la langue orale. Oui, donc en fait, c'est un peu comme les partitions qui sont au service de la musique. En fait, notre orthographe est un outil au service de la langue. Et donc, si l'orthographe est un outil, eh ben, on s'est simplement posé une question avec Arnaud. Est-ce que c'est un bon outil? Prenons par exemple le son S, comme dans professeur. professeur, par exemple. Alors, comment peut-on écrire ce son en français? Bon, ben, déjà, on peut l'écrire S, on peut l'écrire deux S, on peut l'écrire C, c'est dit. On peut l'écrire SC, comme dans science. On peut l'écrire T, les finales en sion. On peut l'écrire X dans 10 ou 6. Bruxelles. On peut l'écrire Z dans quartz ou aztèque. On peut l'écrire TH dans forsythia. On peut l'écrire STH dans isthme. Ou asthme. On peut l'écrire 2C. J'ai besoin de tes doigts en plus. 2C. Dans succion. Dans succion. Et on peut même l'écrire SCCD dans il acquiesça. Alors maintenant, si vous voyez la lettre S écrite, comment est-ce qu'elle se prononce? Soit S, soit Z entre deux voyelles, soit pas, muette. Donc, ça fait un son, 12 manières de l'écrire, une lettre, 3 façons de la prononcer.
En turc, l'orthographe est pratiquement phonétique. Donc, une lettre, un son, une lettre. Mayonnaise. Alors, on a aussi, pour l'apéritif, les petites saucisses. Allez, encore un. Ce sera pour le dessert. Donc, en turc, quand vous entendez un mot pour la première fois, vous savez automatiquement comment il s'écrit. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres langues comme le finnois, le bulgare, le serbe, le croate, le roumain. C'est pratiquement le cas du néerlandais, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand ou encore du russe. Alors, comparons à présent avec le français. En français, si on inventait un mot qui n'existe pas, comme le mot créfition qu'on a inventé avec Jérôme. Créfition. Alors, de combien de manières pourrait-on écrire ce nouveau mot créfition en français? Alors, pour répondre à cette question, avec Jérôme, on a fait un petit répertoire et on a répertorié toutes les orthographes possibles du mot créfition en français. Alors, on pourrait potentiellement l'écrire comme ceci. On pourrait l'écrire comme ceci. Oui, il est bien. Ah ouais. Comme ceci, éventuellement. Comme ceci. Voilà, encore un petit, comme ceci. Voilà, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Eh bien, croyez-le ou pas, au total, on a répertorié 240 manières différentes d'écrire le mot créfition en français. Alors, on se demande souvent comment respecter l'orthographe. Mais l'orthographe elle-même est-elle respectable? Par exemple, en français, on écrit le mot bruit, le mot crédit ou le mot édit avec un T pour pouvoir faire bruiter, éditer ou même créditer. Mais pas abri. Alors, on écrit aussi 10 avec un X qu'on prononce S. Mais on écrit une dizaine avec un Z et un dixième qu'on écrit X, mais qu'on prononce Z. Alors, en français, il existe des pluriels en X, alors qu'au Moyen-Âge, tous les mots au pluriel se terminaient par la lettre S, en toute logique. Alors, à cette époque, il y a une finale qui est un peu plus fréquente que les autres. Il y a beaucoup de mots qui se terminent par US, parce que ça vient du latin. Alors, les moines copistes, pour aller un petit peu plus vite, peut-être pour économiser du parchemin, les moines ont inventé une abréviation que je vais vous montrer. C'était ceci, ce signe-ci. Donc ça, c'est l'abréviation pour US. Donc, par exemple, le mot cheveux, qui avait cette finale en US, ça s'écrivait comme ça, on lui a appliqué l'abréviation et donc il s'est écrit comme ceci. Le problème, c'est qu'un peu plus tard, des académiciens français ont observé les textes anciens pour fixer la norme. Et quand ils sont tombés là-dessus, ils ont cru qu'il s'agissait de la lettre X. Et du coup, ils ont rajouté un U pour que ça colle à la prononciation, parce qu'ils avaient oublié que c'était déjà dedans. Et donc, c'est à cause de cette erreur, donc c'est à cause de la confusion entre une lettre et une abréviation qu'on a tous les pluriels en X, comme pour bateau ou neveu. Bon, alors maintenant, en ce qui concerne les pluriels en OUX, hein, chou, hibou, caillou. Pourquoi c'est cette-là et pas les autres? Alors, on a cherché avec Arnaud et on n'a pas trouvé de raison. On n'a pas trouvé de raison parce qu'en fait, il n'y a pas de raison. Pour chacun d'eux, c'est juste un oubli ou un accident. Alors, Jérôme, employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède. Les crêpes que j'ai mangées, ES. Par contre, quand le complément suit le participe, il reste invariable. J'ai mangé et les crêpes. Alors pourquoi?
Pourquoi quand il est avant, mais pas quand il est après? Eh bien, toujours au Moyen-Âge, les mêmes moines ont des conditions de travail difficiles. Ils travaillent dans des monastères mal chauffés, mal éclairés, avec des plumes d'animaux, souvent sous la dictée. Quand le moine écrivait, par exemple, les pieds que Jésus a lavés, un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi? Les pieds. Donc le moine accorde, pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait Jésus a lavé, ben, il se dit Jésus a lavé quoi? Je ne sais pas. Je vais attendre. Ça va probablement venir dans la suite du texte. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer sur les bords du lac de Tibériade, et patati et patata, les pieds. À tous les coups, quand le moine est arrivé à les pieds, il a oublié qu'il avait un participe à accorder. Ou alors il n'a plus la place pour écrire la lettre, parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les mots sont très souvent attachés les uns aux autres. Et en fait, c'est de l'observation de cet oubli, donc de cette erreur particulièrement fréquente dans les manuscrits du Moyen-Âge, qu'on a tiré la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. C'est le poète Clément Marot qui popularisera cet usage à la cour de François Ier. Donc voilà pourquoi avant, mais pas après. Alors, à l'école, les enfants se demandent pourquoi. Ils se demandent pourquoi avant et pas après, ou bien pourquoi un X. Pourquoi pas de T à abri? Mais quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. On leur explique comment on écrit ou bien comment on accorde. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe? Eh bien, c'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi. Alors pourquoi? L'orthographe du français est-elle si compliquée? Parce qu'en réalité, elle ne tombe pas comme ça un jour du ciel, toute faite. En fait, elle a une histoire. Avant le XVIIe siècle, tout le monde écrit comme il veut. Montaigne, par exemple, ou bien Rabelais, avaient leur propre orthographe. Et d'ailleurs, cette orthographe variait d'un manuscrit à l'autre ou d'un imprimeur à l'autre. Molière, lui-même, dans une des toutes premières éditions du Misanthrope, écrivait Misanthrope sans H. D'ailleurs, Molière écrivait orthographe sans H. En fait, aujourd'hui, plus personne ne lit Molière dans l'orthographe de Molière. Elle a été adaptée au fil des rééditions sans que cela ne change absolument rien à son œuvre. Et donc, il ne faut pas confondre la langue de Molière et son orthographe. Mais alors, d'où vient notre obsession contemporaine pour l'orthographe? Au XVIIe siècle, on centralise l'État et Richelieu réalise que la langue est un pouvoir. Il crée alors l'Académie française. L'Académie aura pour mission de rédiger un dictionnaire pour fixer la norme. Alors, aujourd'hui, en réalité, l'Académie française est une fausse référence. Il faut savoir qu'il n'y a pas de linguiste à l'Académie française. Donc, c'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de mécanicien au contrôle technique. Oui, académicien, c'est un titre honorifique, pas scientifique. Il ne suffit pas d'enfiler un habit vert et un bicorne avec des plumes pour devenir soudain lexicographe. Alors, dès l'origine, l'Académie française va faire de l'orthographe la marque de l'appartenance à la bonne société, ce qu'on appellera plus tard le bon usage. En même temps, à l'époque, pas grand monde écrit. Il faut vraiment attendre le 19e siècle pour que l'orthographe devienne une norme incontournable. C'est la bourgeoisie montante qui va donner à l'orthographe ses lettres de noblesse. Elle va revendiquer une orthographe délibérément compliquée. L'Académie française va d'ailleurs introduire dans son dictionnaire de 1835
toute une série de consonnes doubles ou de consonnes étymologiques qui n'existaient pourtant pas auparavant. Oui, et puis surtout, cette orthographe compliquée, on va l'imposer à tous les enfants. De plus en plus d'enfants vont à l'école et l'orthographe devient le principal critère pour sélectionner les instituteurs. D'ailleurs, à la fin du 19e siècle, le brevet pour devenir instituteur n'est pratiquement plus qu'une épreuve d'orthographe. La facilité d'évaluation, un point par faute, et le fameux rituel de la dictée vont faire triompher cette orthographe à l'école de la Troisième République. Oui, et à l'époque, Jules Ferry lui-même s'inquiète du temps que l'on consacre à ce qu'il appelle les vétis de l'orthographe. Au congrès pédagogique en 1880, il déclare « Messieurs, ce que nous vous demandons, c'est de nous faire des hommes, pas des grammairiens. À l'abus de dictée, il faut substituer un enseignement plus libre, plus vivant et plus substantiel. » Oui, alors c'est aussi l'époque de l'avènement des nationalismes. Et on va faire de la langue française un enjeu identitaire. On veut un seul français, le même, pour tous, unique et indivisible, à l'image de la République, une et indivisible. Donc l'orthographe comme ciment de la nation. Et ce ciment, il a particulièrement bien pris, puisque depuis 1835, l'orthographe du français n'a pratiquement pas bougé, contrairement à l'orthographe des autres langues européennes qui se rénovent tous les 20 ou 30 ans à peu près. En français, à chaque fois qu'on a tenté d'amener une modification, par exemple en 1990, avec ce qu'on appelle encore aujourd'hui la nouvelle orthographe. Oui, c'était il y a 30 ans. Oui, bah, ça ne prend pas. Ce n'est pratiquement pas d'application pour une raison principale. C'est que l'opinion publique s'y est toujours massivement opposée. L'opinion publique, c'est nous. Et donc, puisque l'opinion publique, c'est nous, eh bien, on va vous proposer un petit exercice, un petit jeu assez simple. Alors, on va vous proposer par sondage Zoom toute une série de mots. Et pour chacun de ces mots, avec Jérôme, on s'est amusé à imaginer des orthographes différentes, alternatives de toutes sortes. Et on va vous demander si vous accepteriez d'écrire ces mots avec ces nouvelles orthographes. Ou pas. Ou pas. Alors, petit détail important, il ne s'agit pas évidemment ici de dire si le mot que vous allez voir écrit est correctement orthographié, mais bien si vous êtes d'accord de l'écrire avec cette nouvelle orthographe. Alors, on commence tout de suite. Nathalie, est-ce que tu peux nous proposer le premier mot? Voilà, c'est le mot style. Donc, ceux qui accepteraient d'écrire style avec un i, vous cliquez sur oui, et ceux qui n'accepteraient pas d'écrire style avec i, vous cliquez sur non. Et dans quelques secondes, on va pouvoir avoir le résultat de ce sondage. Roulement de tambour. Et c'est oui. Très à bien. 57%. Ah, c'est très pas mal. Bon, c'est pas franc non plus. Hein. OK. Très bien, merci. On peut le couper et on passe au mot suivant. Alors, le mot suivant, c'est notamment. Donc, voilà, si vous aimez bien cette orthographe, vous pouvez mettre oui. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous mettez non. Avec un seul M. Alors, notamment, je suis curieux d'avoir le résultat. Résultat. Ah, ben voilà. 84%. Bon, ben là, c'est franc. Voilà, ça, c'est clair. Vu l'écrasante majorité, ce que je vous propose, c'est de continuer à l'écrire comme ça à l'avenir. Hein, donc, c'est cadeau. C'est cadeau. Vous pouvez repartir avec. Alors, le mot suivant, ce serait quoi? C'est le mot créfition. Créfition. Bon, on l'a un peu pris au hasard, hein. On a fait tourner les pages, on a. Oui, tac, celui-là. Est-ce qu'il vous plaît? Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Roulement de tambour. J'aime bien ce petit moment avant le résultat. Il y a quelque chose d'assez excitant. Il t'en faut peu, Arnaud. Oui, bah écoute, je suis quelqu'un de très enthousiaste. Ah, c'est non. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Il nous en reste 239 de toute façon, donc on en trouvera. On va trouver, ouais. Voilà. Alors, le mot suivant. C'est le mot hibou. Hibou, avec un S. C'est donc le pluriel de hibou. Alors, qui est d'accord d'écrire le hibou au pluriel avec un S? Et on pourrait faire un petit paquet avec les autres, hein, en fonction du résultat. C'est pas mal, ouais. Attention. Okay. C'est oui à 87%. Ben voilà, c'est très clair.
Absolument. On le garde. Mot suivant. Ça, c'est Alors, jambon. Oui, voilà, jambon avec la tilde. On utilisait ça au parfois. Moyen-Âge pour le son on à certains endroits. Voilà, ça fait partie de l'histoire de notre langue. Mais en même temps, ça fait bizarre, hein, je vous le conseille. Oh. Surtout quand Eh on bien, appuie c'est en non, même temps. à Ah, bah non, c'est 85%. non. Ok, très bien. D'accord. Pas de breton dans la salle. Pas de On tilde en français. continue. Très bien. C'était très clair. Alors, Cirrhose. Une cirrhose, cirrhose. donc maladie du foie due à l'abus d'alcool. Je suis sûr Et que je l'apprends à fortement beaucoup de gens. pas du tout recommandé, l'alcool. Très mauvais. Alors moi, je vais vous avouer que c'est de l'iced tea, c'est pour faire illusion. Frimeur. Alors, c'est non. C'est un refus catégorique. Alors, Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est la bonne orthographe du mot cirrhose. Donc là, évidemment, on peut, à mon avis, commencer à discuter un peu. alors le mot suivant. Alors, c'est le mot un thriller, un film qui fait peur. Très bien. D'origine anglaise donc, hein, mais Et avec une orthographe française. Ça donne tout à quoi? fait. Parce que personne ne dit thriller, a thriller. Si, au Québec, ils disent ça. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est non, ça passe pas. mais c'est partagé quand même. Hein. Ouais, on n'était pas loin. Ouais. Alors, mot suivant. Le qu'en dira-t-on? En fait, on l'utilise comme un mot. On dit le qu'en dira-t-on? Et donc, on en a fait un mot, en toute logique. Voilà. On l'a fusionné, un peu comme gendarme ou bientôt portefeuille, probablement. Qu'en dira-t-on? Ah, c'est non. Non. On ne colle Non. pas les bouts de mots pour faire des mots. D'accord. Très bien, pas de problème. Alors, mot suivant, une chauve-souris. Alors, il faut préciser que c'est comme ça que tout le monde le prononce. On a l'impression de dire un V, en vérité, on dit un F. Personne ne dit chauve-souris. Non. Alors, Que ça vous plaît. curieux de voir ce que ça va donner, ça. Ah, c'est non. C'est un nom franc. D'accord, bon, bah, d'accord. Alors, on continuera à prononcer F et à écrire V. C'est pas grave. Alors, à demain. Bon, on pousse, hein, remarquez là, on y va. Là. Oui, là, on est audacieux, oui. On va pouvoir évaluer votre âge en fonction de votre réponse. Alors, à C'est demain, un c'est non non. à 84%. Bon, ben, vu l'écrasante majorité de non, là, on va vous proposer de faire l'opposé, le contraire, l'inverse. SMS. Un SMS. Selon les bonnes règles phonologiques du français. Oui. C'est joli, il y a SME dedans. Tu vois. Oui, c'est ça. Je vais SMer mes messages. C'est trop beau. Alors, bam, 93%. Ça, c'est le plus haut Ça, score négatif depuis le début. Ok, celui-là. avec l'orthographe. Très bien. Alors, encore un mot. Philosophe. C'est notre dernier mot. Qui est d'accord d'écrire philosophe avec un F? Là, je vous entends cogiter, réfléchir. Il crée le débat en général, Il y a celui-là. le débat dans votre tête. Ah ouais, j'hésite. Et le résultat est sans appel. Ouais, c'est partagé. Ah, si, Ah, mais c'est oui. C'est oui à 56%. Pas mal. Ouais. Donc là, on Cool. fait évoluer philosophe avec des F. Très bien. Merci. Merci beaucoup de votre Merci d'avoir participation. participé. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on propose de changer, donc de modifier notre orthographe, ça provoque parfois, malgré tout, quelques réticences. Souvent, d'abord parce qu'on a le sentiment qu'on va s'attaquer à un héritage. Si on prend les fameuses consonnes étymologiques, les PH, les TH, par exemple, qui viennent du grec, comme dans philosophe, y toucher, ce serait un peu comme s'en prendre au patrimoine. D'une certaine manière, se couper d'une partie de l'histoire de la langue française. Mais cette histoire est largement fantasmée. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a conservé ou introduit uniquement les consonnes étymologiques qui viennent du latin et du grec? Eh bien, parce que ça fait classe, parce qu'on aimerait croire que la langue française ne descend que de l'Antiquité. Mais en réalité, on a évacué sans hésiter
pratiquement toutes les consonnes étymologiques qui viennent des langues germaniques, de l'arabe, de l'italien. Rien que ces 3 langues-là, c'est déjà 35% de tous les mots qu'on a empruntés en français. Mais si on voulait respecter l'étymologie, pourquoi pas? Mais dans ce cas, on devrait écrire le mot style comme ceci. Parce que le mot style, on ne l'a pas emprunté au grec, on l'a emprunté au latin stylus. Donc là, on respecte son origine. Par contre, il y a un mot qu'on a emprunté au grec, c'est le mot économie. Donc, si on devait respecter l'étymologie, il faudrait l'écrire comme fœtus. Ou encore le mot fantôme, qui vient aussi du grec phantasma, et qui aurait donc dû conserver son PH en français, comme il l'a fait en anglais. Alors, Jérôme, parfois, certains donnent aussi à notre orthographe une dimension esthétique. En effet, on peut trouver que c'est beau parce que c'est compliqué. Alors, on appellera toutes les absurdités de l'orthographe des subtilités et on sera fier de cette spécificité de la langue française. Le problème, c'est que si on a le droit de trouver qu'une forme est belle et d'avoir envie de la garder, alors on a le droit de la trouver laide. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'une orthographe est belle? Sa complexité? Bon, dans ce cas, on pourrait même imaginer de la rendre encore plus belle. Oui, le collège de pataphysique, Boris Vian, Alfred Jarry, avait imaginé à l'époque ce qu'ils appelaient une orthographe d'apparat. Alors, qu'est-ce que c'est une orthographe d'apparat? Eh bien, pour vous l'expliquer, notre ami Kevin nous a programmé une petite application mobile sur le téléphone qui est un module de reconnaissance vocale en orthographe d'apparat que voici. Et donc, dans cette orthographe, eh bien, Jérôme, tu peux faire des sons. Par exemple, le son, vas-y, refais. Ah. Le son A s'écrirait comme dans le mot doigt. Comme dans logorée ou diarrhée. Oh. Dans Capharnaüm. Ne cherchez pas, il y en a qu'un. De. Dans amygdale. Jérôme, tu pourrais faire un truc un peu plus long? Okay. Projet d'orthographe d'apparat. Voilà. Alors, il existe encore une raison de défendre une orthographe compliquée. Le sens de l'effort. Si c'est compliqué, c'est exigeant. Et cette exigence apprend à nos enfants à se dépasser. Les gens ont l'impression que si on simplifie, on va faire moins d'efforts. Mais l'idée, ce n'est pas de faire moins, c'est de faire mieux. Alors évidemment, c'est difficile de dire à ceux qui ont souffert qu'ils ont souffert pour rien. Tout le temps de mémorisation mécanique, d'exception annonnée, pou, hibou, caillou, tout ce temps pourrait être converti en temps de pratique, en temps de découverte, de réflexion, de littérature ou pourquoi pas d'histoire de la langue. Donc, en un sens, la simplification constitue bien un nivellement par le haut. Alors après l'école, la question de l'orthographe touche aussi évidemment, vous le savez, celle de l'accès à l'emploi. Dans ces cas-là, aujourd'hui, on sait ce que coûte une faute d'orthographe. Et puis vous imaginez si ce n'est pas votre langue maternelle ou si vous êtes dyslexique. Et puis l'orthographe peut aussi servir à disqualifier une pensée. Sur Internet, par exemple, on voit souvent des commentaires du genre
Va d'abord soigner cette orthographe et après, tu te permettras de donner ton avis. Connexion, ou alors c'est moi. Ça va, Jérôme? Ça va, super. On Problème t'entend. de connexion? Ah oui, il est noté que ma connexion est instable. Je préfère ne pas m'en inquiéter. Bon, tout le monde, vous m'entendez bien là? Oui, ça marche. Ouais. Donc, tu disais que, effectivement, On disqualifie une pensée sur Internet, par voilà, exemple. tout à fait. Va d'abord soigner ton orthographe, c'est ça que tu disais. C'est ça. Très bien. Et en fait, ce qui est vraiment confondant avec cette orthographe, c'est que même ceux qui en sont victimes la trouvent légitime. Une sorte de syndrome de Stockholm. Et ça, ce n'est possible, Jérôme, que si cette orthographe est sacrée. Le bon usage, donc la grammaire, devient la Bible, et tout ce qu'on y trouve, bah, c'est paroles d'évangile. Simplifier l'orthographe, ce serait appauvrir la langue. Donc, ça veut dire lui faire perdre de la valeur. Mais de quelle valeur est-ce qu'on parle? On ne parle pas de la valeur de l'orthographe ici. On parle de valeur tout court. Quand vous faites une faute, on ne juge pas votre orthographe. On vous juge. Vous, sur base de votre orthographe. De quoi on a vraiment envie? Est-ce qu'on veut un outil pour pouvoir pratiquer la langue française ou un objet de prestige? Est-ce qu'on veut un enseignement d'excellence pour que cet outil puisse être entièrement maîtrisé par tous les enfants ou une compétition sur des exceptions? La question, Jérôme, c'est est-ce qu'on veut enseigner ou inculquer l'orthographe? Le marteau est un outil percuteur servant à aplatir une plaque de métal ou à enfoncer un clou. Il agit par inertie, augmentée par la longueur du manche et celle du bras du manipulateur. Il est composé d'un œil, d'un endroit, d'une table, d'une penne, d'une tête et d'un manche. Il remonte comme le couteau à la plus ancienne préhistoire. Imaginez que ça s'arrête là. La description de l'outil. À l'école, on passe des heures et des heures à décrire cet outil. Alors, on vous demande de temps en temps d'enfoncer un clou, mais on ne vous demande pratiquement jamais ce que vous avez envie de construire. Quand un outil n'est plus au service des hommes et des femmes, mais que ce sont les hommes et les femmes eux-mêmes qui sont au service de l'outil, alors cet outil a dépassé ce qu'on appelle en philosophie son seuil de convivialité. En 1694, dans les cahiers préparatoires du tout premier dictionnaire de l'Académie française, il est écrit « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. » Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, vous pouvez faire des mains comme ça pour dire bravo. Ouh, bravo. Donc, comment on fait? Normalement, il y a un emoji pour dire bravo. Je ne sais pas comment on fait comme ça. Ouh, bravo. Bravo, Jérôme. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et donc, après cette brève présentation, on a la chance d'avoir encore un peu de temps pour ceux qui le souhaitent. Et c'est un moment qu'on aime particulièrement parce qu'on sait que bon, voilà, c'est un sujet qui donne envie de réagir, particulièrement quand on est enseignant, évidemment. Et donc, depuis le début, on a pris l'habitude d'avoir ce petit moment d'échange. Donc, on est encore à votre disposition. On aime beaucoup ça pour répondre à vos questions, pour écouter vos commentaires, que vous puissiez nous dire si des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord, partager des choses, etc. Poser des questions aussi, simplement. Et donc, voilà. Et avant ça, d'ailleurs, on voulait vous faire un petit moment de publicité. Ouais, bien vu. Un livre qui reprend, c'est dingue, il était là, juste quel hasard, incroyable, qui reprend le texte de ce spectacle. Alors ici, vous avez vu évidemment 30 minutes du spectacle qui en fait 1 heure. Enfin, c'est un spectacle complet que vous pouvez voir sur scène encore normalement l'année prochaine, qui s'appelle La Convivialité. Et ce texte a été illustré par Kevin Matagne avec des dessins où on reconnaît Jérôme et moi en train de parler d'orthographe. Donc, si ça vous intéresse et ou si vous avez besoin d'un outil un peu plus ludique et un peu plus pédagogique
pour vos élèves, n'hésitez pas, ça s'appelle La faute de l'orthographe. Et puis après, il y a aussi un autre livre, je peux continuer à faire de la pub, c'est super, qui est moins cher et dans lequel il y a plus dedans. C'est vrai. Et c'est l'adaptation en livre avec des dessins de nos chroniques. Donc, les chroniques qu'on a réalisées sur France Inter en 2019 et qui, cette fois-ci, parlent de sujets de langue, mais qui ne sont pas uniquement restreints à la question d'orthographe. Ça parle de féminisation, ça parle de politique, ça parle de l'Académie française, ça parle de plein de trucs. Et ça s'appelle Le français n'existe pas aux éditions Le Robert. C'est trop la classe, tu as vu? Le Robert, carrément. Voilà, merci. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est dans toutes les bonnes et les mauvaises librairies aussi. Voilà. Et alors, pour l'échange, est-ce qu'on rallumerait les caméras, les micros, tout ça? Est-ce que vous préférez passer par Le chat, comme vous voulez. Onglet discussion? Donc, c'est un peu comme vous le sentez. Vous pouvez prendre la parole ou écrire. On va faire attention un peu aux deux en même temps, parce qu'on sait faire plein de trucs en même temps. Exactement, on est polyvalent. Voilà. Et donc, on écoute vos questions. Est-ce que quelqu'un a une question, une proposition, une affirmation, une insulte, en fait, tout ce que vous voulez, on est à l'écoute. Sinon, j'ai du linge à étendre. Mais j'ai pas envie d'y aller, donc allez-y. Moi, il faut que je finisse ma bière, donc j'espère qu'on va avoir une petite conversation quand même, Jérôme. Ce serait chouette. Ah, je vois que Geneviève a branché sa caméra. Est-ce qu'elle veut poser une question, peut-être? Non, pas nécessairement. Oui, peut-être, oui. N'ayez pas peur. D'abord, un tout grand merci. Merci à vous. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe surtout dans l'orthographe et surtout dans le vocabulaire, c'est le sens du mot. C'est-à-dire que si on oublie un S quelque part, je dis toujours, c'est pas très grave. Mais par contre, si à un moment donné, ça n'a plus de sens. Par exemple, si on dit c'est aujourd'hui lundi et qu'on met CES au lieu de C''EST, et bien là, c'est complètement un autre sens. Et donc, ça veut dire qu'on ne sera même pas le traduire dans une langue étrangère, puisqu'on n'a plus de verbe ni de sujet. On est sur un seul mot. Et donc là, ça devient dangereux. Absolument. Oui, c'est dans ce sens-là. Vous mettez le doigt sur, si vous voulez, ce qui permet de distinguer ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine dans l'orthographe du français. Ce qui vaut la peine, c'est tout ce qui porte du sens. Et ce qui ne vaut pas la peine, c'est ce qui ne sert à rien. Et voilà. En fait, comme on ne nous explique pas trop à quoi servent les choses ou d'où elles viennent, on a parfois tendance à croire que tout dans l'orthographe est porteur de sens. Mais là où on va vraiment dans votre sens, c'est que si un élément de l'orthographe modifie le sens, il faut absolument le conserver. Évidemment. Les réformes ne proposent jamais de diminuer le sens, si vous voulez. Par exemple, si on remplaçait tous les pluriels en X par des pluriels en S, ça ne changerait absolument rien au sens. Si on supprimait la plupart des consonnes doubles, pas toutes, il y en a qui jouent sur les voyelles par exemple, mais la plupart des consonnes doubles ne servent à rien, ne sont même pas étymologiques, etc. Donc ce qui est intéressant, quand on porte un regard critique sur l'orthographe, c'est que l'orthographe, elle a des fonctions, elle sert à des choses, elle sert à 4 ou 5 choses, on ne va pas les détailler, mais… Et donc, ça permet de savoir ce qui vaut la peine, ce qui fonctionne moins bien et ce qui ne fonctionne pas du tout. Et le sens est effectivement la notion la plus importante. Voilà, merci. Ah, alors je lis une question par chat. Comment les enseignants ou les enseignantes à l'université peuvent-ils se positionner par rapport à la correction de travaux d'étudiants et l'orthographe de ceux-ci? Beaucoup semblent très influencés par l'orthographe pour juger les travaux. Comment mettre des limites? C'est une très, très bonne question. C'est d'ailleurs un enjeu capital pour l'enseignement dans le futur. Alors, moi, je peux vous donner mon avis sur la question et puis je peux aussi vous donner l'avis de l'institution sur la question, puisqu'on est avec Jérôme au Conseil de la langue et des politiques linguistiques de la Fédération de Bruxelles. Et puis, j'ai aussi un peu participé au programme de français pour le secondaire cette fois. Et en fait, une chose est importante, c'est de pouvoir, dans les productions écrites des élèves, distinguer également ce qui est porteur de sens et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de fautes d'orthographe. Toutes les fautes d'orthographe ne se valent pas. Donc, c'est une chose importante à dire. Et puis, surtout, il faut distinguer aussi ce qu'on appelle les fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe ou des fautes d'ordre des mots dans la phrase ou des fautes de vocabulaire qui sont beaucoup plus graves ou d'autres choses comme ça. Alors,
moi, je pense qu'il y a une chose aussi dont on doit discuter quand on évalue l'orthographe des élèves. En fait, dans les programmes de français du secondaire supérieur, dans les nouveaux référentiels, on a remplacé le critère d'orthographe par un critère qu'on appelle de recevabilité sociale des documents. Et je trouve que ce critère est très utile parce qu'il permet de dire à l'élève le document que tu produis doit être recevable socialement. Tant que l'orthographe n'aura pas changé, c'est irresponsable de la part des enseignants de dire allez-y, écrivez comme vous voulez, c'est pas très grave. Par contre, ce qu'il faut, c'est déculpabiliser les élèves sur leurs fautes qui ne sont pas porteuses de sens et leur permettre d'arrêter d'être inhibés dans leur production écrite. C'est-à-dire que, vous le savez comme moi, quand on dit aux élèves ne vous inquiétez pas de l'orthographe, en général, ils écrivent plus et parfois même mieux que quand ils sont en train de stresser pour savoir comment on écrit un P, 2P, un accord de participe passé ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment en phase d'écriture, de laisser l'élève avoir envie d'écrire, produire des textes et pas le frustrer ou l'entraver là-dessus. Après, quand il doit remettre des travaux ou remettre des documents officiels, bien évidemment, à ce moment-là, il faut lui demander d'utiliser les outils techniques qui sont à sa disposition, notamment les correcteurs orthographiques. Il faut savoir que les rares endroits où il faut encore produire des textes écrits sans assistance informatique, c'est l'école. C'est-à-dire que c'est l'endroit même où on évalue votre orthographe. Donc, il y a un paradoxe là-dedans que je trouve est compliqué. Alors que si on donne accès à ces outils, on peut permettre aux gens qui ont déjà accumulé des difficultés orthographiques pendant leur parcours scolaire de nettoyer leur texte, tout en leur apprenant évidemment l'utilisation de ces outils, parce que ces outils ne font pas tout seuls. Mais ce sont des outils qui parfois, moi je donnais par exemple 4 heures de cours sur Antidote HD, qui est un correcteur québécois extrêmement bien fait, que je vous encourage tous à utiliser, non seulement pour l'orthographe, mais aussi pour la rédaction, pour l'aide au connecteur logique, pour le vocabulaire. Enfin bref, c'est vraiment un outil très précieux pour peu qu'on ne le laisse pas évidemment faire tout le travail et qu'on soit à la manœuvre, comme on le dit dans le spectacle, un outil est à notre service, pas l'inverse. Et donc, on doit pouvoir utiliser cet outil comme une calculette en mathématiques ou d'autres outils techniques quand on est scientifique, et un tableau de Mendeleïev, par exemple. Et ça permet d'améliorer la qualité des écrits de la personne et qu'il puisse lui-même s'auto-améliorer. Donc, il ne faut pas leur dire écrivez comme vous voulez, il ne faut pas les culpabiliser en leur disant l'orthographe, c'est le plus important. Mais il faut qu'à un moment donné, ils aient envie d'écrire, parce que ça, c'est quand même la base, le plus important, c'est de ne pas inhiber les élèves dans leur processus d'écriture. Je rebondis vite fait avant de répondre à Pascaline sur la remarque de Georges, qui dit que la recevabilité sociale, c'est souvent zéro tolérance, tolérance zéro. Effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve ça extrêmement important d'introduire des cours de correcteurs orthographiques automatiques, puisque pour faire face à cette intolérance, étant donné qu'on est voilà, tout le temps derrière un ordinateur, il faut absolument apprendre à maîtriser ces outils. Il faudrait que ce soit au programme, d'après nous. Oui, et puis il faut savoir aussi qu'en parallèle de la tolérance, ou en tout cas de la réflexion sur la tolérance, il faut améliorer notre orthographe. C'est-à-dire la rendre plus explicable, plus praticable, plus cohérente, plus sérieuse, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, c'est plus rigoureuse, oui. Voilà, plus rigoureuse. C'est très difficile d'imaginer qu'on va être rigoureux avec les gens sur base d'un outil qui ne l'est pas lui-même. Et c'est ça le problème. C'est qu'une fois qu'on aura amélioré notre orthographe, qu'elle sera plus rigoureuse, alors on pourra pratiquer la tolérance zéro. Parce qu'en fait, on ne discriminera pas, on ne sera pas dans un simple par cœur. Vous savez, aujourd'hui, la qualité principale requise pour avoir une bonne orthographe, c'est la mémoire. C'est tout. C'est retenir le nombre incalculable d'exceptions, d'accords farfelus et de consonnes doubles qui ne se raccrochent à rien d'autre qu'à votre souvenir d'avoir… Alors, et en plus, on n'est pas tous égaux face à cette mémoire, puisqu'il y a des gens qui ont une mémoire photographique qui retiennent facilement en lisant des livres, et puis il y a des gens qui peuvent lire toute la bibliothèque et qui n'amélioreront pas leur orthographe. Donc, l'idée, c'est vraiment effectivement d'améliorer l'outil pour qu'on puisse après être rigoureux avec les gens qui font des fautes d'orthographe. Alors, Pascaline demande quelles seraient vos réponses, vos propres réponses au sondage de réforme orthographique. Super question. Alors, si je l'ai fait par mémoire, moi, style, je vote oui, mais pour une raison qu'on a dévoilée par la suite, c'est comme ça que ça devrait s'écrire, en fait. Si on respecte l'étymologie, c'est comme ça que ça doit s'écrire. Donc, en fait, voilà. Oui, et puis de toute façon, moi, je ne suis pas très fan des consonnes étymologiques grecques. Je n'en vois pas la nécessité. Il faut savoir que les consonnes étymologiques grecques, c'est vraiment cosmétique. Hein. Ça a été ajouté au 16e, 17e, 18e siècle pour peindre notre langue en grec. Parce qu'il n'y a pas de PH en grec.
Et ça, c'est un truc quand même assez… voilà. Et donc, en italien, par exemple, on a retiré toutes ces lettres et on ne les a même pas ajoutées, puisqu'en fait, on en a ajouté. Et on écrit philosophie avec des F. Il n'y a pas besoin de mettre un PH. Le but était juste de donner l'impression aux gens qui utilisaient le français que c'était une langue plus proche du grec que les Oui. autres. Et puis, il y a deux autres raisons. La première, c'est que ce n'est pas nécessaire pour faire de l'étymologie. C'est-à-dire que si je vous dis que philosophe, ça vient de philo et sophia, l'amour de la sagesse, je vous le fais à l'oral. Vous entendez très bien d'où ça vient. Je viens de faire de l'étymologie et je n'avais pas besoin que ça soit avec un PH plutôt qu'un F. Les Italiens font très, très bien de l'étymologie, les Espagnols, les Portugais aussi. Ils n'ont pas besoin de traces dans les mots pour retrouver leur histoire. Et le Et la paradoxe, c'est deuxième que chose… le temps qu'on passe à retenir ces lettres étymologiques, on ne le passe pas à faire de l'étymologie. On dit aux élèves chrysanthème, c'est écrit avec CH parce que ça vient du grec, mais on passe rarement du temps à leur expliquer que ça vient de chrysanthemos, donc la fleur dorée. Et c'est beaucoup plus intéressant d'étudier l'étymologie que d'étudier la graphie de l'étymologie, en fait. Et la deuxième chose, c'est que c'est particulièrement trompeur en français. C'est-à-dire que si on voulait se fier aux lettres étymologiques pour pouvoir faire de l'étymologie, on serait souvent dans les choux parce que ça a été fait n'importe comment. Par exemple, le CH, ça devrait marquer à l'origine la lettre qui en grec, et une fois sur deux, on ne l'a pas mis. Par exemple, mécanique devrait s'écrire avec un CH, ça s'écrit avec un C. Colère, ça devrait s'écrire avec un CH, ça s'écrit avec un C. Idem pour école. Ouais, école vient aussi de scoler en grec, donc avec un qui. Et donc, on a mis ces consonnes étymologiques vraiment à la petite semaine, quoi. Et donc, ça induit en erreur ceux qui voudraient se fier à ça pour faire de l'étymologie. Alors, qui a le pouvoir de décider d'une réforme de l'orthographe qui soit applicable Attends, Jérôme, universellement? on n'a pas fini nos mots, là, on devait expliquer… Ah oui, oui, bah, on va passer plus vite alors, parce que si on a un commentaire sur chaque… Alors, notamment, moi, je suis pour. C'était quoi? Notamment, oui, évidemment. Ouais. Créfition. Bon. Ça, c'est pour rigoler. C'est l'âge de Thérophile. C'est quoi les suivants? Cirrhose, il faut qu'on change cette orthographe au plus vite. Oui, cirrhose, je dirais non aussi. Alors, à demain et SMS, c'était aussi un peu pour rigoler. On va pas écrire en SMS demain. L'idée, ce n'est pas d'écrire en SMS. Le SMS est un langage… Il faut savoir que la polygraphie, c'est déjà un état de fait. Hein. Vous avez déjà plusieurs orthographes en fonction des gens à qui vous vous adressez. Et si vous écrivez en SMS, ben, on ne va pas vous imposer le SMS à l'école. Ça n'a pas de sens. Et puis, c'est tout. Je pense, philosophe, on est d'accord. Ouais. Et voilà. Alors, qui a le pouvoir de décider d'une réforme de l'orthographe qui soit applicable universellement? Ça, c'est une super question. Parce que dans les autres langues, on vous l'a dit, on réforme. Et effectivement, du coup, la question, c'est comment ils font? Et ils ont, eux, une instance pour réformer. Les Espagnols ont une académie une sorte d'académie centralisée dans laquelle on retrouve des membres de toutes les académies de chaque pays hispanophone. Et on n'a pas ça en français. Il nous manque une académie francophone. Alors, ça peut s'appeler autrement, mais il nous manque une instance représentative de la francophonie qui aurait un mandat pour améliorer l'orthographe. En Allemagne, ça existe. C'est ça. Avec la Suisse, l'Autriche, ils se réunissent. Idem pour le portugais, c'est sous la pression du Brésil, qu'ils ont réussi à trouver des instances communes. Donc, il manque, ça n'existe pas en français, une académie francophone. Et elle aurait un double avantage. D'abord, il faudrait qu'elle soit francophone, c'est-à-dire représentative, avec des Québécois, des Suisses et des Sénégalais. Et deux, surtout qu'elle soit compétente, c'est-à-dire qu'on y mette des linguistes et des gens qui étudient les sciences du langage et pas des généraux à la retraite ou des anciens présidents ou des gens qui aiment bien se déguiser mais qui ne font pas avancer les vraies questions sur l'orthographe. L'Académie française, il faudrait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. La Révolution française l'avait fait, mais c'est Napoléon qui l'a réintroduite pour des raisons de prestige. Et aujourd'hui, elle fait beaucoup de mal à la langue française parce qu'on a tendance à s'y référer comme à une référence. Et malheureusement, elle dit à peu près n'importe quoi sur tous les sujets de langue qu'on lui pose. Et les linguistes passent leur temps à se taper le front en se disant « mais qu'est-ce que l'Académie française a encore été racontée là-dessus ?» Donc, il faudrait vraiment, absolument, ne serait-ce que symboliquement pour le pognon que ça coûte aussi, se débarrasser de l'Académie française. Voilà. Je me permets peut-être de rebondir sur la question que j'avais écrite. Oui. Moi, Joseph Winquin, je suis professeur au département de mathématiques à l'Université de Namur. Qui aurait le pouvoir à ce moment-là de réformer l'Académie française, parce que ça dépend du pouvoir français. Donc,
Et on connaît bien le centralisme de pouvoir français, et donc par rapport à tous les autres pays francophones. Donc j'ai bien l'impression que ce sera très compliqué de réformer quoi que ce soit à ce niveau-là, non? C'est une très bonne question. Alors, pour supprimer l'académie, c'est le président de la République qui doit Carrément. s'engager à le faire. Par contre, Lui, le protecteur c'est son titre, protecteur de l'Académie. protecteur de l'académie, oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut voter pour Mélenchon, c'est ça, Jérôme? Voilà, c'est ça. Si on veut supprimer l'académie. Par contre, pour créer cette instance internationale qui serait un nouveau comité, c'est vrai que c'est difficile que ça parte directement de France. Donc, il y a des institutions comme l'organisation de la francophonie. Il y a aussi le groupe de l'OPAL, on appelle ça l'OPAL, c'est-à-dire c'est l'ensemble des conseils de la langue de chaque pays qui pourraient éventuellement faire pression sur les gouvernements, mais c'est les gouvernements évidemment qui devraient mandater un groupe d'experts pour pouvoir représenter ceci. Donc oui, ça peut se passer à l'OIF ou à l'OPAL. Après, il y a moyen, à la marge, il y a moyen de faire avancer les choses. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer des circulaires ministérielles de tolérance qui s'appliqueraient pas dans toute la société, mais au moins dans l'administration et à l'école. Par exemple, il y avait eu la circulaire ABI dans les années 70 en France, qui était une circulaire de tolérance sur les accords du participe passé, qui n'a jamais été appliquée. Mais on pourrait imaginer une nouvelle circulaire en Belgique. Nous, on appelle la ministre de nos voeux pour qu'elle le produise, qui serait une circulaire de tolérance sur les accords du participe passé avec avoir, par exemple. De dépénalisation. L'important, ce n'est pas de pénaliser, c'est de dépénaliser, justement. C'est d'empêcher les gens de punir ou de sanctionner des formes qui sont correctes, par exemple l'invariabilité du participe passé. Avec avoir, uniquement avec avoir. Et tout ça, il faut savoir que de toute façon, en dehors de l'administration et de l'école, il n'y a pas de loi sur l'orthographe. C'est-à-dire que personne ne peut obliger quelqu'un à appliquer une orthographe. Il n'y a pas d'organe central. Et donc, oui, ça ne pourrait être d'application de toute façon que pour l'école et l'administration. Oui, et quelque part, ce serait l'usage qui est fait de la langue qui forcerait à une réforme de l'orthographe. Comme en général, l'évolution d'une langue, c'est l'usage. S'il y a une grande majorité des gens qui procèdent d'une certaine manière, ça va peut-être forcer la langue à évoluer envers et contre tout. Tout à fait. Quand on a interpellé les différentes ministres, parce qu'on a déjà interpellé Joël Milquet, Marie-Martine Schins et récemment, pas encore, mais Caroline Désir, on va le faire probablement très, très, très bientôt. Les deux précédentes, quand on leur demandait est-ce qu'on pourrait réformer l'orthographe, ils disaient prouvez-moi que les gens, qu'il y a une demande sociale, que les gens le veulent, et alors je le ferai. Et donc, c'est toujours un peu derrière ça que les ministres se réfugient. Alors, ce à quoi Jean-Marie Klinkenberg avait répondu il y a quelques années, c'est drôle parce que la retraite à 65 ans, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. les gens n'en veulent pas et pourtant, on le fait quand même. Donc, voilà, il faut être créatif quoi, en politique. Mais c'est bien le combat que vous menez parce que on parlait du sens tout à l'heure. Et c'est vrai que les jeunes ont absolument besoin de sens. Et c'est vrai en particulier aussi dans les sciences, les mathématiques en particulier. Parce que là, ils ont l'impression que parce qu'ils font des sciences ou quoi, ils n'ont pas besoin de s'exprimer. Ou alors, il y a aussi le fait que vous avez montré l'image du marteau tout à l'heure. En maths, c'est pareil. Hein. On décrit un stylo, mais ou un ordinateur, on n'apprend pas comment l'utiliser, pourquoi faire. C'est quoi le sens derrière ça? Si on enlève tout ce qui est lié au sens, que ce soit par rapport à l'orthographe ou autre chose, eh bien, on perd énormément de motivation de la part des jeunes. Donc, absolument. Le combat que vous menez est vraiment très bien. Franchement, bravo, merci pour ça. Merci beaucoup. Ça tombe bien, notre prochain spectacle est sur l'école. Donc, on élargit le sujet du marteau, à mon avis, comme aux mathématiques, par exemple, effectivement. C'est une belle image, oui. Non merci. Alors, on nous demande ce qu'on pense de l'écriture inclusive. Ah, vous avez encore une petite heure devant vous On en pense beaucoup de choses. Jérôme, est-ce que tu veux que je me lance sur ce sujet rapidement? Vas-y. Je vais essayer de résumer. On a participé récemment, et ça a été un grand bonheur, enfin une grande chance, un privilège de pouvoir participer aux travaux du Conseil de la langue et des politiques linguistiques sur le nouvel avis sur la féminisation des noms de fonctions et de métiers. Et donc, on a eu l'occasion d'avoir des débats avec les linguistes les plus pointus sur la question de l'inclusion et de la féminisation dans la langue française. Et il ressort de tous ces travaux. Il va y avoir bientôt en Fédération Wallonie-Bruxelles un fascicule qui reprend en fait tous ces débats contradictoires et tous ces travaux et qui sont
qui sera 1 milliard de fois plus intéressant que le débat contradictoire qu'on voit à la télévision, à savoir pour ou contre l'écriture inclusive, et qui en général en plus confond ce qu'on appelle la langue inclusive, c'est-à-dire tous les processus qui permettent d'inclure le féminin dans la langue, et le petit point médian, qui est une sorte de technique d'abréviation, vous l'avez peut-être vu passer. Les gens appellent ça l'écriture inclusive, alors qu'en fait, l'écriture inclusive, ça recouvre beaucoup plus d'autres réalités, comme les accords de proximité, comme les doubles flexions, donc française-français, les mots génériques, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, les épicènes, c'est-à-dire un mot qui reprend à la fois le masculin et le féminin, comme quand on dit les membres de la direction au lieu de dire le directeur ou la directrice. Bref, toute une série de techniques qui vont bien plus loin que simplement ce petit point qu'on a agité dans les médias pour faire peur aux gens en leur disant, vous allez voir, on va devoir mettre des petits points partout. Et voilà. Alors qu'en fait, le point médian n'est qu'une technique d'abréviation, c'est-à-dire que ça permet de ne pas écrire les Françaises et les Français, mais d'écrire les Français.es. Donc, c'est simplement une abréviation qu'on peut utiliser dans les situations où les abréviations sont requises, comme un tweet ou comme une petite annonce ou des choses comme ça. Ou un commentaire de discussion sur Zoom. Ou un commentaire de discussion sur Zoom, mais pas nécessairement dans un roman ou dans un texte de loi. Enfin, je pense que ça n'a jamais été proposé comme ça. Mais évidemment, ça a été un peu stigmatisé pour faire peur, parce qu'évidemment, quand le féminin revient dans la langue, ça fait peur à toute une série de la sphère politique qui est toujours un peu la même, qui a peur de tous ces progrès dans la langue en général. Et donc, oui, la langue française est un peu trop masculinisante pour des raisons à la fois grammaticales, parce que, en fait, comme les mots ont été érodés par la fin, il y a beaucoup de formes qui ressemblent à du masculin et qui ne sont pas du masculin, qui sont simplement une forme neutre qui a été érodée par le temps et qui donne un aspect masculin singulier à toute une série de formes. Et puis aussi pour des raisons politiques, parce que l'Académie française a manu militari empêché des mots de rentrer dans son dictionnaire, comme le mot autrice ou le mot peintresse, qui étaient déjà présents au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc oui, il y a une nécessité de reféminiser davantage notre langue pour qu'elle ressemble un peu plus à notre société qui est de plus en plus féminisée, pas encore assez à mon goût, mais on y arrive. Et donc, l'écriture inclusive, le débat, c'est vraiment à quelle technique on fait confiance et à quelle technique on dit attention, soyez prudents, ça peut perturber le sens ou ça peut perturber l'oralité. Mais il n'y a rien de très dangereux dans tout ça, quoi. Ouais, franchement, tu es particulièrement bref là. Pas mal, hein? Je suis assez content. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires par rapport à tout ça. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Les emojis qui sont… Alors, et maintenant, il y a aussi les emojis qui sont invités. Effectivement, si ça vous intéresse, allez continuer la pub. On a une chronique spéciale qui parlait des émoticônes et des emojis ici, en réponse à Frédéric Becbédé qui avait écrit ce fameux livre sur les emojis, vous avez peut-être vu. Alors, le titre de la chronique, c'est « Emoji sourire égale emoji caca ». Parce que, voilà, on était un peu choqués de la manière dont Frédéric Becbédé conchiait, pour le coup, l'utilisation et la pratique des emojis ou des émoticônes, alors que pour un linguiste, l'idée d'ajouter de l'image, d'ajouter des signes de ponctuation finalement, puisque en fait les emojis, c'est jamais que des ponctuations supplémentaires qui s'ajoutent au lexique français en quantité. Et moi, je pense que ça permet aux gens de développer leur créativité, de développer leur envie de communiquer avec autre chose que simplement des mots. Et je trouve ça super, super enrichissant. Jérôme, tu voulais dire… Oui, ça permet aussi de noter l'émergence d'un nouveau type d'écrit qui est à mi-chemin entre la langue écrite, le français écrit qu'on connaît, qu'on analyse, qui a ses spécificités. La syntaxe du français écrit n'est pas la même que la syntaxe du français oral. Et ici, on a une langue qui est à la fois écrite techniquement, mais qui possède beaucoup de caractéristiques de la langue orale. Le problème, c'est que quand on est en oralité, il y a tout le non-verbal. Et vous connaissez évidemment l'importance de ce non-verbal. Et je pense que pour une partie, les emojis viennent pallier cette absence de non-verbal à un écrit qui se veut dialogique, qui se veut spontané, qui se veut intime, qui sont toutes des situations qui normalement relèvent de l'oralité. Donc c'est assez fascinant en fait, de voir émerger cette forme hybride. Tout à fait. Et puis il y a une chose aussi qu'on ne dit pas assez, c'est que l'émoticône et aussi le GIF ou le GIF, il y a débat sur la prononciation,
ce sont aussi des techniques d'écriture qui réintroduisent un truc qui, pour moi, je trouve, est sacré dans l'écriture et qui a eu tendance à se perdre au XVIIe, XVIIIe jusqu'au XIXe siècle, c'est le plaisir et le jeu. En fait, l'idée de se dire, tiens, j'ai tout un panel d'images et de petits bonhommes et de petits trucs, etc., pour alimenter ce que j'ai envie de te dire. Et moi, ça provoque chez moi énormément de plaisir. Et donc, communiquer, par exemple, avec mes enfants en GIF ou en emoji, etc., c'est un truc qui développe de l'intelligence parce qu'il faut choisir le bon, parce qu'il faut que ce soit malin, parce que ça ne veut pas toujours dire la même chose, un émoticône avec une larme ou deux larmes ou une goutte de transpiration. Et je trouve que ça fait réfléchir, en fait, ça fait cogiter, et c'est plutôt bienvenu. Il y a un commentaire qui dit « Encore faut-il les interpréter correctement ». Exactement. D'accord. Est-ce qu'on explique l'aubergine ou pas? On n'ose pas, on n'ose pas. Non, mais ça, c'est comme toutes les langues. Enfin, je veux dire, comme tous les mots même. Je veux dire, c'est un problème de vocabulaire. C'est-à-dire que si vous interprétez mal un mot de vocabulaire, d'ailleurs, vous n'interprétez jamais à 100% la communication qu'on vous transmet. Le langage est, Dieu merci, parcellaire et parfois un peu foireux, et c'est ce qui le rend poétique à plein d'égards. Mais effectivement, les émoticônes ou les emojis nécessitent également un apprentissage du vocabulaire, un apprentissage des références culturelles auxquelles renvoie chacun des signes qui sont proposés. Et donc, c'est un apprentissage infini, mais qui est passionnant et plein de richesse, je pense. Un tout grand merci Arnaud et Jérôme pour merci, ce Nathalie. moment de convivialité, de spontanéité. J'espère vraiment que ça a permis à tous de prendre conscience finalement de ce manque de rigueur de l'orthographe de la langue française. J'ai vraiment retenu ça dans ce que Jérôme avait dit. Et que ça nous invite tous dans nos pratiques par rapport aux étudiants à nous questionner sur les critères d'évaluation, la manière dont finalement ce à quoi faire attention par rapport à l'orthographe et la manière dont vous l'avez présenté était vraiment très très plaisante. C'était chouette de partager ce temps de midi avec vous. Et ben, oui, c'est pareil, on s'est bien amusé. On a pris beaucoup de plaisir et c'était vraiment très agréable. Et je redoute avec énormément le moment où je vais couper mon ordinateur et me retrouver tout seul ici. Cette petite dépression post-Zoom. Pensez à nous, on est tous ensemble, on reste ensemble, même si on coupe l'ordinateur, rassurez-vous. Super, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Bientôt, j'en profite juste pour vous dire un petit message. Le prochain webinaire est le 27 avril et le suivant sera le 10 mai. Et je vois qu'Arnaud remontre les livres. Bon après-midi. Ciao.